On refait le Mac, le podcast est de retour après une longue pause estivale pour la première de la saison. Nous vous avons réservé une émission exceptionnelle, enregistrée ou plutôt diffusée en direct ici à Trouville à l'occasion du festival de court-métrage Off Court. Mais avant de nous présenter nos invités et nos chroniqueurs habituels, place au sommaire. L'été a été chaud pour Apple, mais aussi pour Samsung. Les deux entreprises se sont affrontées dans un procès ultra médiatique qui s'est soldé par une victoire de la pomme. Peut-on vraiment réduire les téléphones de Samsung à de pâles copies de l'iPhone? Débat. Retour également sur l'iPhone 5 qui sera présenté la semaine prochaine en faisant le point sur les dernières rumeurs. Sans oublier l'iPad mini qui lui aussi pourrait créer la surprise. On refait le Mac. Épisode 109, après le procès, l'iPhone 5, l'autre réponse d'Apple à Samsung. On refait le Mac. Ici à Off Court à Trouville pour la première de Refait le Mac de la saison. Il s'est passé beaucoup de choses cet été. Et pour en parler avec moi cette semaine, on va commencer par mettre en place les différents duplex qu'on a avec Paris via Hangout. On a commencé par Cédric Ingrand de la chaîne Info, ici là sur mon Mac. De la chaîne Info. Bonjour Cédric, comment ça va? Oui, si Cognac gèle, je vous entends parfaitement, avec sinon quand même un retour derrière toi qui est très très embêtant parce qu'on s'entend en écho, c'est beaucoup mieux. Comment ça va? Tu es bronzé? Ça va bien, écoute, on est ici à Trouville, on est accueilli par une équipe formidable ici qui réalise tout au long de la semaine du festival de court-métrage des émissions en direct, on va en parler dans un instant. Autre invité que vous connaissez bien, c'est Rodrigo Sepulveda-Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier, j'arrive de la piscine moi. Bon, pour tout vous dire, il était un poil en retard, mais ça va, on va passer d'ailleurs en plein écran. Ouais. C'est quoi ce polo de métrosexuel là? Ouais, alors on va enchaîner. Alors à propos de métrosexuel, alors on va parler avec Alexandre Lenoir du magazine iCreate. Comment ça va Alexandre? Bonjour la transition. Hein. Bah oui, on fait ce qu'on peut. Alexandre? Merci. Salut Olivier. Ça va, tu as pu prendre des vacances malgré l'actualité brûlante d'Apple, hein, on a beaucoup parlé d'Apple, de Samsung, on va y revenir dans l'émission de l'iPhone 5. Ça va bien? Oui, ça a l'air d'aller bien. Et dernier invité, on a beaucoup de chance ce soir de l'avoir avec nous. Un peu de féminité dans une émission high-tech, ça fait du bien. Il s'agit de Fanny Bouton du site et du blog fanny'sparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour, un jour tu vas arriver à le dire, Fanny's Party. Hein. Bah écoute, on fait des progrès. Et avec moi ici en plateau, à Trouville, à Off Court, l'organisateur de ce festival, de cette 13e édition du festival, Samuel Pratt, bonsoir. Bonjour Olivier. Et celui qui officie tout au long de cette semaine ici en direct, Emmanuel Tampouri, oui j'ai du mal, Pampuri, excuse-moi. Tambori. Oui, qui est producteur, qui est réalisateur, qui est blogueur, et ton site est très connu dans le milieu de la vidéo, dans le milieu du cinéma notamment, dans le milieu du montage, pampuri.net. Alors on va parler un petit peu du festival en préambule de cette émission, c'est bien normal, tu nous accueilles. D'ailleurs c'est un festival qui est étroitement lié avec le milieu aussi des nouvelles technologies, d'Apple en particulier, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous présenter, Samuel, brièvement la philosophie de ce festival de court-métrage, ses objectifs et surtout qu'est-ce qui fait l'actualité cette année? Alors, la philosophie de l'histoire, c'est d'essayer de faire le plus de choses possible, de montrer le plus de choses possible et de donner des moyens aux gens. Et pour faire rapide, le festival il se décline en 3 points. On diffuse des films, très classiques, on a une compétition, des cartes blanches, toutes sortes de choses. On fabrique des films, puisqu'on a des laboratoires de création. Et d'ailleurs, la Web TV d'où on vous parle là est l'exemple parfait des labos de création. C'est l'évolution 2012 de nos labos de création. C'est vraiment de beaux moyens ici. Voilà. Et après, il y a une petite partie moins visible, mais tout aussi importante pour notre circuit professionnel, qui est un marché du film. Ouais. C'est-à-dire, en clair, non seulement il y a une compétition, à l'image des compétitions pour les longs métrages, il y a Deauville qui est pas très loin d'ici, mais également donc, tout le nécessaire pour les jeunes créatifs, les jeunes créateurs, pour mettre la main à la pâte et découvrir cet univers. Exactement, alors découvrir ou perfectionner ou finaliser, puisqu'en fait l'intérêt de la chose, c'est de mélanger des gens qui sont des grands professionnels avec des gens qui sont en cours de formation et puis même au travers d'ateliers, des jeunes qui commencent à apprendre la chose.
Alors je veux dire une La Palissade, mais avant de faire un long métrage, il faut bien entendu commencer par un court métrage. Il y a un historique, 13 éditions. Il y a de grands noms qui sont sortis du palmarès d'Offcourt. Alors, il y a de grands noms qui sont passés par ici. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est Offcourt qui les a fabriqués. Ouais. Mais c'est vrai que sont passés par ici Karine Tardieu, Michel Gondry, Alexandre Astier, qui bossait avec Manu à l'époque, dont je crois qu'on a été les premiers à primer un film. Et puis, désolé pour tous ceux que j'oublie, mais je sais qu'un jeune Québécois cartonne en ce moment qui s'appelle Stéphane Lafleur. Stéphane Lafleur, il est arrivé dans les labos, il participait avec Christian Laurence et Jericho Jeudi à monter le concept même de Kino. Alors tu parlais du Québec, Emmanuel, tu interviens quand tu veux. C'est aussi un festival qui a une vocation internationale, dresser un pont aussi entre les différents pays francophones. Puisque notre mission de base, c'est d'être une rencontre France-Québec autour du cours. Ouais. Donc au départ, on ne s'intéressait qu'à la France et au Québec. On diffuse toujours un maximum de films français et québécois. Par contre, toute la partie laboratoire de création est devenue complètement internationale. Là, cette année, il y a 16 ou 17 pays qui sont représentés dans les labos de création. Alors, et petite subtilité, je parce que je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai qu'on a démarré, et puis comme ça, peut-être que ça lancera une polémique chez tes internautes. Ouais. Mais on a travaillé très longtemps avec Apple et Final Cut, et cette année, on a pris un virage rigolo. On est partenaire cette année d'Adobe, et chacun monte ses films sur Premiere Pro. Ouais. Alors Manu, toi qui es le grand spécialiste, entre autres, du montage et de la capture de vidéos sur Mac notamment, on a beaucoup parlé, et tu le disais Samuel, historiquement, le festival est associé à toutes les avancées technologiques majeures. Il y a eu tout de suite des podcasts, grâce à l'aide d'Apple notamment, ici à Trouville. Il y avait des ateliers équipés en Final Cut Pro. On sait qu'il y a eu une grosse polémique l'année dernière lorsque la nouvelle version de Final Cut est arrivée, qui était un petit peu la marque privilégiée des créatifs en matière de vidéo et de cinéma. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Je pense que la plateforme Mac reste la plateforme privilégiée des créatifs, que ce soit pour le son, l'image animée ou fixe. Après, les outils conçus par Apple qui nous ont mis sous le nez, fait saliver, que ce soit Final Cut ou même Aperture, sont un petit peu en perte de vitesse par rapport à la concurrence qui a été nettement plus agressive. Donc c'est vrai que l'année dernière, déjà, on a assisté à une édition d'Offcourt où il y avait Final Cut Pro 10 installé sur toutes les machines, et on voyait que les habitués avaient un petit peu du mal. Action épidermique. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Donc ça a été un petit peu délicat pour les gens et pour les utilisateurs, et je pense qu'il y a un certain désaveu d'Apple vers les professionnels, et c'est un peu réciproque du coup. Ouais. Voilà. Tu me disais, Samuel, avant de préparer l'émission tout à l'heure, que quelque part, Apple ne s'intéresse plus véritablement aujourd'hui à ce secteur clé qui est le secteur de la création et des professionnels. Alors, c'est moi qui ai un téléphone, je suis désolé. Je ne sais pas si Apple s'intéresse ou ne s'intéresse pas à la création. En tout cas, s'il s'y intéresse, il le montre moins qu'avant. Ça, c'est une chose certaine. En fait, c'est plus ça le problème. Moi, je suis dans une situation qui est bizarre. Effectivement, s'il n'y avait pas eu à l'époque, en 2001, quand on a commencé à faire nos labos, une solution qui s'appelait Final Cut et qui permettait aux gens de monter des films avec des solutions à 10 fois moins chères que ce qui existait, et puis la dynamique qui allait avec, on n'aurait sûrement pas développé ça comme ça. C'est vrai que depuis 2-3 ans, l'outil est toujours là, mais les solutions, on ne sent pas la motivation dans les équipes derrière. Aujourd'hui, Apple est peut-être plus intéressé par le grand public, par l'iPhone que par le Mac. On sait que Monsieur X, qui est un intervenant régulier de cette émission, qui n'est pas là ce soir car il est encore en vacances, il a beaucoup de chance, est très attaché à cette notion de création, c'est important. Mais dans Monsieur X, Monsieur X, sans ne rien dévoiler, Monsieur X a participé à développer notre événement et a participé à développer les laboratoires. Quelle mafia, on refait le Mac, voilà. C'est à peine croyable. Alors, mais nous ne dirons pas qui est Monsieur X. J'espère bien. Nous lui souhaitons juste un bon moment. Oui, il est à Chamonix en ce moment. On parlait de l'iPhone. Est-ce que justement, alors le grand public, l'iPhone, on sait qu'il y a un grand succès dans la photographie, on va décomposer un petit peu les syllabes. Il y a un phénomène qu'on appelle l'iPhonographie, sans me tromper. Est-ce que vous sentez chez les jeunes aujourd'hui une volonté de capter, de faire de la vidéo, de faire des courts-métrages, pourquoi pas, avec ces nouveaux outils que tout le monde a dans la poche? Est-ce que c'est une nouvelle expression, une nouvelle forme d'art aujourd'hui, le téléphone mobile?
Moi, je pense que dans la photo, c'est quelque chose qui est officiel maintenant, Ouais. puisque je crois que l'iPhone, sous toutes ses formes, est l'appareil photo le plus référencé sur Flickr. Et en tant qu'utilisateur et aficionados de l'iPhone depuis la première génération, j'avoue que depuis le 4, voire le 4S, j'aime bien photographier et je me sens plus tout nu comme avant quand je sortais sans appareil photo parce que j'ai mon iPhone dans la poche. Je pense qu'en vidéo, c'est pas encore tout à fait ça. Je pense que c'est surtout un problème d'ergonomie et on est dans un moment de l'histoire du cinéma numérique et de la vidéo où les gens sont de plus en plus amoureux des grands capteurs et des effets de profondeur de champ. D'où le succès de Canon avec son 5D Mark II et maintenant Mark III. Et de ce côté-là, l'iPhone est un peu frustrant. Donc c'est pas pour tout de suite. Par contre, ça fait beaucoup de buzz. Quand on fait un truc avec un iPhone et qu'on le marque en gros, tout de suite, ça fait pas mal de buzz. Il y a 2-3 courts-métrages qui traînent sur Internet qui ont fait des millions de vues parce qu'ils ont été faits avec un iPhone. Bien. Je suis content qu'on ait pu parler un petit peu du festival. On va revenir au thème principal de cette émission qui est évidemment la guerre Apple contre Samsung de l'iPhone 5. Merci, messieurs. Emmanuel, tu peux, je crois, rester avec nous. Merci, Samuel, de nous accueillir. Bonne fin d'émission. On va rejoindre nos petits camarades sur Hangout tout de suite. Messieurs, nous allons donc parler de la guerre Apple contre Samsung. Ça a défrayé la chronique. Un bref rappel des faits pour ceux qui étaient partis en Alaska durant les vacances. Les deux géants de la téléphonie mobile s'accusent mutuellement de vol de brevets. Apple reprochant en outre que Samsung ait copié le design de l'iPhone et de l'iPad pour ses smartphones et tablettes. Le procès s'est ouvert au mois d'août, vous avez suivi ça de près, et le premier verdict rapide et sévère est tombé le 24 août dernier. Samsung est condamné à une amende record de plus d'1 milliard de dollars, 838 millions d'euros. Alors messieurs, première question, avant véritablement de rentrer dans le détail, est-ce que vous pensez qu'une manière générale, parlons design, on parlait des brevets, que Samsung a manqué d'imagination, notamment sur le design de ses mobiles, par rapport au maître étalon que pouvait représenter l'iPhone. Qui veut prendre la parole? Cédric? Allez. Ouais, je veux bien. C'est compliqué parce qu'ils l'ont. Oh là, il y a un écho terrible venant de chez vous. Baissez votre retour. En fait, c'est notre compliqué mieux, vas-y. d'avoir une opinion parce que par exemple le fameux F700 de Samsung qui a d'ailleurs été produit au procès, c'était un rectangle de verre tactile avec un seul bouton en bas, pourtant présenté avant qu'on ait même connaissance de l'iPhone. À partir d'un moment, le design de ce que doit être un smartphone est évident. C'est un peu comme un avion de ligne. C'est dur si t'es Boeing de pas faire un avion qui ressemble à un Airbus parce que le cockpit il est à l'avant, les ailes sur le côté, le moteur à l'arrière. Est-ce qu'à un moment il y a un truc qui fait que c'est une telle évidence que c'est impossible quand t'es designer de passer au travers de ce à quoi doit ressembler la machine que t'es en train de créer? Oui, c'est possible. Oui. Mais l'essentiel de l'argument, au-delà du design, il était sur le software. Et là, il y a un débat de fond. On va y venir. Alors, messieurs, un petit détail. On n'a qu'une heure pour faire l'émission parce qu'on est dans une grille de programme ce soir, donc on ne peut pas théoriquement comme à la télé. Voilà, dépasser les 20 heures. Donc, je vous demande des interventions, si possible, pas trop longues. Je pense notamment à notre ami Rodrigo pour les coups de cœur à la fin. Fanny, tu voulais dire un petit mot concernant le design et la ressemblance, puisque apparemment le jury a reconnu qu'il y avait des ressemblances fortes entre ce que faisait Samsung et Apple. Au premier Sagem, le WA50 qui était Pocket CC qui date de 2001, c'était Elle a bossé déjà avant un l'émission, c'est bien. smartphone avec un écran. Tu prends le P900 de Sony Ericsson en 2003, c'est pareil, il y avait déjà un écran tactile, un bouton en bas. À partir du moment où on est passé au smartphone, c'est vrai que le design est passé à un format comme ça. Ouais. Et je trouve en effet, comme dit Cédric, ça paraît difficile de contourner un peu les bases. Ouais. Alors, Apple a argué qu'à partir du moment où l'iPhone est sorti, le design de ces modèles des modèles du constructeur coréen ont radicalement changé. Alors c'est vrai on voyait des téléphones un peu comme les BlackBerry avec des claviers, des choses comme ça. Même le P700 avait un clavier, il ne faut pas oublier, c'était un slider avant tout. Hein. Ouais. Alors il faut. Le Q-Tech de chez HTC, non. Ouais. Alors, je ne sais pas si en régie, ils ont l'image qu'on a mis de côté du LG Prada, mais le LG Prada est sorti le mois de l'annonce, le LG Prada, donc c'était l'un des premiers smartphones de chez LG. Il est sorti le mois de l'annonce de l'iPhone en 2007, en janvier, et je ne sais pas si on peut diffuser l'image. Alors ça, c'est la vidéo du dernier modèle, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, le design était très proche que celui que vous voyez à l'écran. Et c'était déjà un téléphone qui reprenait le form factor, un écran, pas de clavier. Sur ce créneau-là, on peut vraiment, je ne sais pas, Alexandre ou Rodrigo, s'ils veulent intervenir, être un peu dubitatif quant à cet argument de dire, sur le côté design, Samsung a copié Apple.
Écoute, le problème, c'est de savoir est-ce qu'on peut breveter, ne pas breveter, qu'est-ce qui ressemble Et plus à un Emmanuel, sac tu à main qu'à interviens un quand autre tu sac à veux. main. Il y a un designer de chez Samsung qui disait, je crois que c'est son nom m'échappe, Kevin Packingham, voilà, qui disait on est en train de se battre sur des rectangles. Alors, il a pas tort, si tu veux, mais tu peux pas non plus occulter le fait que le premier Galaxy ressemblait à un iPhone trait pour trait. Je me suis laissé prendre sur un présentoir où le Galaxy était mis dans un présentoir pour iPhone, donc il rentrait pile dedans. Je me suis laissé prendre lors d'une présentation une fois. Il y avait une présentation d'un logiciel qui tournait à la fois sur iOS et sur Android, et j'ai pris le Galaxy et je me suis dit tiens c'est bizarre, voilà, mais mon premier geste c'était de prendre le Galaxy en pensant que c'était un iPhone. Donc il y a une ressemblance, elle est indéniable. Après, c'est la justice qui tranche. Hein. Rodrigo, est-ce que tu penses que quelque part, en choisissant ce form factor, que Samsung reprenne le form factor de l'iPhone, ça leur a permis de gagner énormément de temps, finalement, pour rattraper justement le retard qu'ils avaient par rapport à Apple? Rodrigo. Bah oui, c'est clair. Il a fait court, hein. Rodrigo, il a eu 2 mois de vacances, mais il est à donf. Emmanuel, quelle réflexion tu as justement sur le design? Tu veux une réponse plus longue? Oui, mais je te dis, monde entre sait 3 que minutes Apple- et 3 secondes, il y a un juste milieu, Rodrigo, vas-y. Ouais, tout le monde sait qu'Apple travaille tous ses designs de manière industrielle, en design industriel, pour savoir si pour les fabriquer dans les délais par rapport à la demande, etc. Donc le design d'un téléphone n'est pas le look externe, c'est pas le carré. Ouais. C'est le composant qui est à l'intérieur, c'est l'assemblage de ces composants à l'intérieur, c'est le calibrage des composants, leur performance, la puissance, etc. Et donc, ce qu'ils ont copié, c'est pas le look, c'est stupide. Ce qu'ils ont copié, c'est tout l'assemblage qui est à l'intérieur, au plus près Le possible. process de fabrication, tu veux dire, et, Oui. et Bah, le bill of material, c'est-à-dire la liste des composants, et comment c'est assemblé. On met un 300 mAh dedans au lieu de mettre un 450, enfin, tous ces trucs-là, quoi, qui se testent. ça fait sur la gagner durée. du temps. C'est ça, Mais en ça, fait. ça fait gagner un temps dingue de Ouais. développement produit, que tu passes, je sais pas, de 1 an ou 2 à l'époque, ou 3, à quelques mois. Et puis surtout l'identité d'un iPhone, finalement, c'est pas le carré et le bouton. Je répète, c'est complètement stupide. C'est l'expérience utilisateur que te donne l'iPhone, qui était à l'époque révolutionnaire, un écran tactile, qui n'existait pas, même s'il y avait déjà eu le téléphone qui était sorti, c'était pas distribué comme ça, pas marketé comme ça. Emmanuel. En effet, quand on creuse à l'intérieur et si on démonte le boîtier, on peut même aller plus loin parce qu'il y a carrément des composants Samsung dans les iPhones. Et c'est là où là il y le a, moi, paradoxe. j'ai beaucoup d'interrogations. C'est que, en effet, il y a une guerre, il y a une histoire d'1 milliard de pénalités, mais de l'autre côté, ils doivent gagner tellement de pognon avec tous les composants qui vendent derrière. Il y a quelque chose qui m'échappe à ce niveau-là. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut, en façade, en tous les cas, médiatiser un tel procès, alors qu'on sait très bien que de l'autre côté, Samsung va continuer à être un fournisseur essentiel au niveau des chipsets mémoire, au niveau, il y a des capteurs aussi, il y a des histoires d'écran, Bien sûr. il y a plein de choses qui viennent de chez Samsung. Et là, moi, je reste interrogatif. C'est vrai que je me souviens, on avait eu une conversation il y a quelques années déjà. Tu avais discuté avec les gens de Samsung qui te disaient, je te paraphrase, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Finalement, qu'on soit leader ou pas dans la téléphonie, c'est pas grave parce que quasiment tous les composants de l'iPhone, c'est nous qui les vendons. Donc chaque fois qu'un iPhone se vend, c'est un peu du C'est Samsung. pas quelque chose qu'il m'avait dit à moi. C'était l'un des patrons de Samsung qui répondait à une interview de CNBC et le type Ouais. disait regardez, l'iPhone se Autant vend pour très moi. bien, c'est mauvais pour votre business. Et le type riait en disant bah vous savez, moi si je vends les miens c'est bien, si Apple vend les siens c'est bien aussi. Évidemment, à l'époque, je sais pas, c'était entre 40 et 60% des composants majeurs de l'iPhone qui étaient signés Samsung. Et- Processeur, écran, mémoire, etc. Alors, messieurs, dames, est-ce que quelque part ils vont pas être obligés de se mettre d'accord puisque Apple a besoin de Samsung et vice versa parce que voilà, en termes de composants, on c'est peut pas pas les le- mêmes. C'est pas les mêmes. Quand on dit Samsung, faut jamais oublier que c'est un conglomérat de 80 sociétés. Vous avez Samsung Electronics d'un côté, ceux qui vendent les composants à Apple, et il y a un mur de verre absolu entre Samsung Electronics d'un côté et enfin Samsung les composants et Samsung Electronics, les télécoms de l'autre. C'est-à-dire que les gens qui font des composants vont les vendre à tout le monde, à Samsung, mais aussi au reste du monde. Ouais. Alors, on a parlé pas mal du design, parlons un petit peu, je dirais, de l'aspect brevet. Il y a quelque chose, moi, qui m'a relativement choqué, c'est la décision du jury de dire, voilà, il y a des process qui sont propres à l'iPhone aujourd'hui et à iOS, comme par exemple la possibilité d'écarter les doigts pour pouvoir zoomer dans une photo. Ça, Apple l'a breveté. Apparemment, le jury américain a reconnu que c'était une exclusivité d'Apple et que c'était ça
sa chose, ça lui appartenait. Est-ce qu'on peut breveter ce genre de choses? C'est pas très européen comme culture, messieurs, dames. Non, c'est tout le problème du brevet logiciel et des brevets en général, c'est qu'en dehors de certains brevets qui sont normalisés dans le monde, aux États-Unis, dans quelques autres pays, on peut breveter le logiciel. Et c'est pas le cas partout. Et c'est pour ça que dans certains pays, les requêtes d'Apple ont été rejetées, dans d'autres, elles ont été retenues. Donc c'est la vraie question, c'est le statut du brevet est essentiellement du brevet logiciel. C'est là-dessus qu'Apple aujourd'hui appuie aux États-Unis. C'est pas d'ailleurs tellement sur le reste que ça fait mal pour Samsung. Non mais Parce que Samsung un exemple et un C'est seul vrai. du Ouais. ridicule de ces brevets. Le pinch to zoom, c'est-à-dire je fais ça pour zoomer, dézoomer avec 2 doigts. C'est formidable, Apple l'a breveté. Le problème c'est que moi 3 mois avant, je faisais du pinch to zoom chez Microsoft sur les prototypes de tablettes Surface. Alors, on se dit, mais comment est-ce qu'Apple a pu le breveter? Apple l'a breveté dans le contexte d'un appareil mobile. C'est grotesque. Surtout quand on est face à une convergence forcée entre tous les écrans, tous les appareils, etc. Donc, pour moi, honnêtement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça pourrait avoir un sens de protéger ce genre de découvertes si elles n'étaient pas évidentes. Or, si tu te retrouves face à un appareil tactile que tu opères avec les doigts, il n'y a pas 12 façons de zoomer. Tu peux faire pinch to zoom, tu peux faire double tap, tu peux faire pas grand-chose d'autre. Mais en revanche, breveter ça et en avoir la propriété exclusive pendant 20 ans, ça n'a pas de sens. Ce serait un frein à l'innovation. Ouais, mais Alors- mais c'est exactement ça ce qu'ils font. Et Rodrigo. c'est pour ça et c'est exactement pour ça qu'en Europe, tu ne peux pas breveter. Ouais, c'est comme si imagine si les voitures, on avait eu une voiture où on avait le volant qui allait à droite, à gauche, et puis les autres, ils ont dû inventer un autre truc, quoi. Il y a un Ouais. moment, ça devient débile. Hein. Donc, ce qui veut dire que... Ouais, mais par exemple, pour parler de cet été, Ouais. le couteau de l'aïeul, Ouais. il n'a jamais été breveté. Donc, il a été copié à l'infini. Le mec qui a inventé le couteau de l'aïeul, il s'est pas fait un copec. Alors là, c'est une marque. Hein. C'est Ouais. juste, Non, il n'a pas déposé la Le marque. design. Non, non, Le design le aussi. design, le modèle, marque la le petite modèle, bien abeille, sûr. le machin, etc. Mais t'as la forme du couteau et t'as l'abeille. Mhm. Tu vois. C'est comme si un Samsung, ils n'ont pas mis une pomme sur le Alors, Samsung. Tu l'évoquais brièvement, Rodrigo et Cédric. Est-ce que vous pensez que finalement, cette décision peut faire tache d'huile dans le reste du monde? Et en clair, est-ce que si le jury, en clair, est-ce que le jury est prêt à condamner une autre entreprise, aurait été prêt à condamner, je vais y arriver, une entreprise non américaine, enfin américaine. Là, c'est une entreprise coréenne qui a été condamnée. Quand on pense logiciel, on pense le pitch to zoom, on pense évidemment à Android, puisque c'est ça qui est à l'intérieur des téléphones Samsung. Est-ce que d'une part, vous pensez que ça va faire tache d'huile dans les autres pays, et d'autre part, est-ce que vous pensez que Apple peut aller jusqu'à poursuivre Samsung? Peut-être Emmanuel ici. Samsung. Ah, Non, oui. Google. Tu veux dire Google, autant pour moi. Emmanuel. Ce qui est étrange, c'est que ce geste-là est devenu une espèce d'évidence maintenant. Un geste, voilà, Et, langue des signes. dans le milieu, en tous les cas, qui me concerne sur les caméras professionnelles, chez Red, par exemple, la caméra Epic et la Scarlett ont un écran tactile, et pour pouvoir zoomer, pour aller vérifier le point, on utilise le même geste, le pinch to zoom, comme ils disent, pour aller vérifier son point. Donc c'est difficile, je pense, aujourd'hui. En tous les cas, c'est vraiment, en effet, difficile d'imaginer qu'on puisse breveter ce genre de choses, et c'est complètement contre-productif, je pense, Bon, par rapport à l'évolution de l'industrie, quoi. je Rodrigo. vous l'ai déjà dit plein de fois, la protection intellectuelle, les brevets, c'est un jeu de grands garçons. Les petites startups qui jouent à ça, elles n'ont rien compris, c'est un jeu de grands garçons. Alors pour cette rentrée, j'ai une autre image pour vous. Ouais. Les brevets, c'est comme les pots de banane de Mario Kart. Tu peux développer, s'il te plaît, Mais Rodrigo? ouais, mais oui, je fais un brevet sur n'importe quoi. Tu regardes le nombre de brevets, il y en a des centaines qui sont déposés par an, par chacune de ces boîtes-là. Le but, c'est de mettre une peau de banane à n'importe quoi aux concurrents. C'est avec 100 milliards de liquidités chez Apple, c'est pas le coût des avocats qui les effraie. Mais ça va empêcher Samsung de sortir un truc. On va bien trouver un juge qui va dire hop, pas le droit de vendre pendant 3 mois, pas le droit de vendre pendant 6 mois, et ça va se traduire en part de marché. Après, est-ce qu'ils vont gagner le procès ou pas? En général, ça se finit par une transaction au bout de 3-4 ans en privé, ça se fait pas au tribunal. Et si ça se fait au tribunal, ça se fait sur des technicalités stupides qui portent sur un tout petit bout du problème.
Alexandre, je parlais tout à l'heure de Google. On sait que Steve Jobs a eu des mots très durs de son vivant envers Google et Android, qui voulaient déclencher une guerre thermonucléaire. Est-ce que tu penses qu'en ligne de mire aujourd'hui, c'est Google qui visait plus que Samsung par cette décision? J'ai développé une espèce de théorie parce que effectivement la guerre thermonucléaire en question on la voit pas arriver, en tout cas envers Google. On voit même en ce moment que l'exécutif d'Apple et de Google sont en train de discuter apparemment de manière assez calme, qu'il y a des procès en Allemagne qui sont en train de se calmer, de se tasser, etc. Moi, je suis simplement en train de me poser une question. Est-ce que Google et Apple ne sont pas en train de jouer le patriotisme américain contre le coréen Samsung? Google aurait peut-être intérêt, je dis bien peut-être, à faire monter la sauce autour de Motorola, qu'ils ont quand même acheté 12 milliards, pas pour rien. Et peut-être que ces deux entreprises auraient intérêt à trouver un fournisseur qui ne soit pas Samsung pour renouveler un peu les puces de leurs appareils. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe en fait que Google soit laissé de façon, on va dire, assez tranquille par Apple en ce moment. Alors messieurs, dames, il faut qu'on avance, qu'on est en retard. Brièvement, quelle solution, quelle alternative pour Samsung à terme? Il y a encore, il y a la possibilité encore de faire appel. Il y a une décision qui va tomber le 27 septembre prochain, donc on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Mais est-ce qu'on peut imaginer, pour conclure, que Samsung finisse par payer tout simplement des royalties à Apple? Alors, attention, d'abord, il va y avoir un appel, et un appel qui va être très différent, parce que lui, il sera jugé par des juges professionnels. En fait, il y a eu un procès, un contre-procès, le procès d'Apple sur ses brevets, un contre-procès de Samsung, jugé en même temps, sur des brevets beaucoup plus techniques, sur des technologies autour de la 3G, où là, le jury a un peu pataugé dans les considérations techniques qu'ils n'ont pas comprises. Le jury, il a pris des décisions basées sur des opinions esthétiques. Tu vois, c'est comme quand tu vas au musée, tu connais rien en peinture, par contre, il y a des tableaux qui te plaisent et d'autres qui te plaisent pas. Et ben, c'est à peu près la profondeur de leur expertise. Donc l'appel peut changer les choses. Et Rodrigo avait raison. Ce qui va se passer au bout de 1, 2, 4, 12 procès, c'est qu'une fois qu'ils auront lâché 500 millions de dollars chacun auprès de leurs avocats, qui eux gagnent de toute façon leur vie, ils se mettront autour d'une table et ils feront peut-être un peu de cross-licensing, comme on dit. C'est je te file ces brevets-là, tu me files ceux-là, etc. Et c'est finalement intéressant pour Samsung parce que ça pourrait loquer le marché autour de ces deux acteurs principaux qui sont déjà les acteurs principaux en termes de bénéfices, 2 tiers pour Apple, 1 tiers pour Samsung. Alors, de manière générale, est-ce qu'on peut dire que la caricature qui présente Apple comme l'innovateur et Samsung comme le copieur, est-ce que c'est pas forcément un peu réducteur, surtout quand on sait qu'Apple a déjà été pris la main dans le pot de confiture? Monsieur X, dans cette émission, il y a quelques semaines, quelques mois, en avait donné l'illustration. Il faut se souvenir de la molette de l'iPod, la petite molette tactile qui avait été inspirée par Creative. Alors, il n'y avait pas eu de procès à l'époque, mais Creative avait reçu un gros chèque, près de 100 millions de dollars de la part d'Apple. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, en termes d'image, c'est terrible pour Samsung, messieurs, dames. Emmanuel, peut-être. Et si tout ça n'était qu'une grosse campagne de marketing? Une de plus. Une de plus. Ouais, mais tu sais, le consommateur qui va dans le magasin Orange, il regarde, il prend un iPhone, il prend un Samsung. Tu veux, le procès Apple-Samsung, il s'en fout. Hein. Une chose est sûre, Apple. Il va regarder le prix. Oui. Une chose est sûre, c'est juste pour terminer. Ouais. On est en retard. On est totalement dans la loi de la jungle avec le fait établi. Une fois que c'est fait, quoi. Donc après, tu as une petite demande haute, tu es vilain, tu as copié, ben voilà, mais c'est rien par rapport aux bénéfices ou part de marché en copiant. Alors, une chose est sûre, Apple ne semble pas vouloir lâcher du lest, puisqu'il a enchaîné en demandant, en déposant une plainte contre cette fois le Galaxy S3 et l'interdire de vente aux États-Unis. Samsung a répliqué, Cédric, tu étais à l'IFA la semaine dernière, en présentant tout simplement un nouveau Galaxy, rappelle-moi, un Galaxy Note, Note 2 sous Android, et a créé la surprise en sortant une. Alors le Galaxy Note 2, on connaît, c'est ce téléphone mi-tablette, mi-téléphone avec un écran. Un phablette. Un phablette avec un écran géant. Normalement, on a une petite vidéo pour l'illustrer, mais c'est pas grave. Et la surprise est surtout venue de, voilà, le Galaxy Note 2, on le voit à l'écran, qui a eu d'ailleurs un certain succès. Et on peut vraiment dire là qu'il copie Apple, puisqu'il défriche un tout nouveau marché. Enfin, c'est autre chose. C'est une autre race d'appareils. Ouais. Et la surprise, et là je te passerai la parole, Cédric, c'est que Samsung a présenté la surprise, il y avait déjà des téléphones Windows chez Samsung, mais a sorti une nouvelle gamme de téléphones
et de tablettes sous Windows Phone 8 alors qu'ils ont été annoncés tout juste aujourd'hui par Nokia. Est-ce que ça pourrait être pour l'avenir une alternative pour Samsung par rapport à Apple en misant plutôt sur Microsoft que Google? Non, non. Samsung, ils ont toujours fait tout et de préférence qui se vend. Moi, je me souviens Ce sera le de mot leur de la stand fin à pour cette Barcelone partie. il y a encore quelques années, où il y avait de l'Android, du Windows Phone, même du Linux Foundation, etc. Il y avait tous les systèmes possibles et imaginables. Samsung, ils font ce qui se vend. Ce qui se vend aujourd'hui, c'est Android, donc ça va pas changer. La vraie surprise, en fait, à l'IFA, c'est quand ils ont lancé le Galaxy Camera, qui est un appareil photo, mais qui se prendrait pour un smartphone qui téléphonerait pas, 3G, 4G, Wi-Fi, 16 millions de pixels, zoom 21 fois, très impressionnant, et puis vraie bonne surprise et vraiment différent là pour le coup. Alors, l'IFA, tu y étais. L'IFA, je crois que beaucoup de gens ont pu même entreapercevoir ce dont on va essentiellement parler ce soir, à savoir le prochain iPhone qui devrait arriver la semaine prochaine. Le 12 octobre, c'est quasi officiel si on en croit le carton d'invitation d'Apple. Nous y serons naturellement, nous serons en direct la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous dès 18h40. À l'IFA, donc, Cédric, on a pu voir un mock-up, c'est-à-dire une maquette de l'iPhone 5 qui montrait un design très avancé de l'appareil. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver la vidéo en régie. C'est la vidéo iPhone 5 IFA. On voit que c'est un design qui est assez proche du design actuel que j'ai là, qui est le design de l'iPhone 4S. Une évolution, somme toute, naturelle, sans rupture. Il semblerait que ça crée pas mal de déceptions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous auriez voulu, un peu comme ce qui est apparu l'année dernière et qui n'est jamais sorti, ces images d'iPhone 5 l'an passé avec un design tout à fait révolutionnaire, est-ce que vous pensez que c'est crédible et que c'est dans la culture d'Apple d'évoluer par petits pas en termes de design et en termes de form factor? Cédric, puisque tu as l'écran. Et tu étais je vais laisser parler les autres, mais le nouveau ressemble à l'ancien étiré. Imaginez un iPhone que vous étirez un peu, vous avez une ligne d'icône en plus, le dos est en métal, et pour le reste, il faudra attendre la présentation pour voir quelles sont les réelles nouveautés à l'intérieur. Ouais. Mais alors, c'est les mêmes images qu'on a pu voir, je te coupe juste 2 secondes, c'est les mêmes images qu'on a pu voir, et c'est assez bon signe, parce que voilà, on croise les infos comme on peut, c'est les mêmes images qu'on a pu voir avant l'été sur un site de rumeurs très efficace qui s'appelle 9to5Mac, qui a produit des images déjà du châssis de l'iPhone 5. Là, c'était pas une vidéo et ça ressemblait de manière quasi identique à ce qu'on a pu voir de cette maquette, puisque c'était une maquette, rappelons-le, voilà, on la voit à l'écran à l'IFA. Ça ressemble beaucoup également à d'autres vidéos qui ont pullulé sur Internet, j'exagère pullulé, mais qui ont fait parler beaucoup d'elles cet été, notamment une vidéo d'un prototype qu'on a vu sur YouTube. Je ne sais pas si on a la vidéo aussi en régie, où là également on retrouve le même form factor, le même design que la vidéo qu'on a vue à l'IFA. Et tu parlais de l'écran, Cédric. Pas de grand écran géant comme sur le Galaxy S2 que tu aimes tant. Simplement un écran étiré, 16 neuvième. Pour l'illustrer, il y a un autre site qui est très connu également, qui est, je le cherche puisque j'ai perdu mon fil dans mon conducteur, il y a, c'est pas grave, un autre site, je crois que ça s'appelle Macromorse, voilà, ça me revient, qui a essayé de représenter de manière graphique qu'est-ce que ça pourrait donner d'avoir un écran 16 neuvième. Tu le disais, Cédric, simplement une ligne d'application en plus. Je sais pas si on trouve la vidéo en régie. On l'a pas, c'est pas grave. On l'a, formidable. Vous avez bien compris, on fait ça. C'est du direct, voilà, vous voyez, donc une résolution un peu plus pointue, une grille d'application en plus, la possibilité donc d'avoir des applications, des folders, donc des dossiers avec plus d'applications, des vidéos, des jeux vidéo avec une vue 16 neuvième, ce qui risque de, je pense, poser quelques soucis pour les développeurs. On le saura très vite dès la semaine prochaine. Voilà. Bon, bref, d'une manière générale, il semblerait que le secret, Emmanuel, tiens, puisque tu es à côté de moi, tu vas venir m'aider, me sortir de ce guépier. Il semblerait que le design ait été inventé. Alors, est-ce que tu penses qu'Apple a profité quelque part que ces produits sortaient pour atténuer le succès du Galaxy S2 et du S3 pardon, qui est sorti avant l'été et qui faisait beaucoup parler de lui, et comme par hasard à ce moment-là sont arrivées ces images-là. Est-ce que tu penses qu'Apple peut pratiquer ce genre de marketing viral? Je pense qu'on longue question, mes adieux. On peut
on peut pas imaginer ce qui se trame derrière tout ça, et je pense que ils sont d'une puissance redoutable, et les gens qui sont spécialisés dans le marketing viral sont très très malins. Apple a il y a toujours eu de la course à la rumeur, il y a toujours eu des gens qui se sont amusés pour faire buzzer leur site internet, à fabriquer des mock-ups 3D de produits hypothétiques. Voilà, il y a cette culture-là, cette culture du secret. Je pense qu'on joue un petit peu avec nous de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'on peut être un peu déçu, si c'est ça en effet, de voir qu'il n'y ait pas plus d'innovation dans le design. Monsieur Jonathan Ive a vraiment fait preuve de grand style pour plein de produits. Et là, c'est vrai peut-être qu'on stagne un peu de ce côté-là. Ouais. Fanny, tu en as pensé quoi de ce design justement, un peu de sensibilité féminine dans cette émission. On sait que Johnny Ive n'aime pas trop bouleverser ses designs. On l'a vu, ne fût-ce que par rapport au MacBook Pro qui est ici devant moi. Voilà, des évolutions par petites touches. Qu'est-ce que tu en as pensé, Fanny? Moi, au niveau design, c'est vrai que je suis un petit peu déçue, mais bon, on n'attendait pas beaucoup plus. C'est plus des innovations techniques que j'attends, hein, du NFC, voir quel va être le port, tout un tas de petites choses comme ça. Après, au niveau du grand public, j'ai un peu fait le tour cet été des gens pour voir ce qu'ils en pensaient. Et c'est vrai qu'il y a une grosse attente chez Apple. Les gens, ils voudraient presque que le nouvel iPhone, il fasse le café. Voilà. On attend beaucoup de choses et j'ai peur en effet que le public soit déçu. Ouais. Alexandre, cette culture du design, ces évolutions par petites touches, sans révolution, ça reste dans la culture d'Apple? Ouais, écoute, moi je l'assume ce que j'ai dit il y a un an à la keynote de l'iPhone 4S, hein, puisque j'ai dit que j'aimais beaucoup ce design que je trouvais classique, donc je suis pas spécialement déçu par le fait qu'il soit conservé. J'attends de me prononcer sur l'écran 16:9 parce que je trouve que ce format est pas forcément très esthétique pour avoir un téléphone dans la poche, on verra. Maintenant, c'est vrai que oui, l'évolution du design par petites touches chez Apple, oui, on peut pas nier ça. Hein. Le MacBook Pro que tu as devant toi, il est dérivé du PowerBook qui existe depuis plus de 10 ans. Le Mac Pro a 10 ans. Voilà, les designs chez Apple évoluent très peu, toujours dans la continuité, mais c'est un peu ce qu'on retrouve finalement dans toutes les marques iconiques, hein, que ce soit dans la mode, dans l'automobile, etc. On a une ligne de design, on la fait évoluer petit à petit pour que le produit soit toujours reconnaissable parmi d'autres. Alors, et puis peut-être un dernier mot, Rodrigo, tu n'as pas donné ton avis sur le design, tu en as pensé quoi pour conclure sur le design? Il n'est pas sorti, donc j'ai pas d'avis moi sur le design. Bon, bref, c'est vrai qu'il n'est pas sorti, en tout cas, il n'est pas sorti, mais il existe déjà en vente. Enfin, une copie sur certains sites chinois. Apple ne l'a pas encore commercialisé. Voilà, je suis attaqué par une guêpe, mais c'est pas grave. Tiens, je suis passé dans les RP, moi. Voilà, est attaqué c'est moi qui suis attaqué, mais je reviens à ce que je disais. Donc le produit n'est pas encore sorti et il existe déjà des répliques en Chine qu'on peut acheter sous le manteau. Il s'appelle le Goophone i5. C'est assez étonnant, je ne sais pas si vous pouvez voir l'image. Et c'est une réplique déjà du proto ou du possible iPhone 5 qui serait présenté le 12 octobre prochain, qui reprend trait pour trait les modèles qui ont circulé sur Internet. C'est assez étonnant. Maintenant, on va voir si on aura la réponse la semaine prochaine. Quant au design, parlons, messieurs, dames, de ce qu'il y a à l'intérieur. On va parler tout de suite de l'écran. On voit encore le Goophone i5 à l'écran. Le point qui a beaucoup fait polémique cette semaine autour de l'avancée technique proposée à l'iPhone 5, c'est naturellement la nouvelle prise dock. On ne retrouve plus la fameuse prise dock que vous avez là-dessus, bien large, qui a été inaugurée par l'iPod il y a une dizaine d'années, mais une toute nouvelle prise plus fine. De cette petite prise, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est qu'a priori, vu le changement de format, elle ne devrait pas être compatible avec les stations Hi-Fi notamment actuelles. Donc ça va nécessiter évidemment des adaptateurs. Et notre confrère hier, Benjamin Vincent, sur son site technologique, a posté une vidéo très intéressante où il expliquait, en interviewant des responsables de marque Hi-Fi, que non seulement il y avait une différence de prise, mais qu'en plus, le procédé de connexion, de communication allait changer, et qu'en gros 70% à 75% des stations d'accueil, des accessoires qui étaient sur le marché aujourd'hui n'allaient pas être compatibles, quand bien même il y aurait une prise adaptateur. Alors, vous ne trouvez pas que c'est un risque énorme que prend Apple en changeant le format de sa prise aujourd'hui? Qui veut prendre la parole? Emmanuel, écoute,
Moi, Moi, je veux bien sais prendre qu'ils ont. besoin. Pardon. Juste dire que ça fait en effet un moment qu'ils n'ont pas changé Ouais. et que c'est pas si grave que ça, puisque tous les autres constructeurs ont changé beaucoup plus souvent les prises. Voilà. Après, c'est pas une micro USB, c'est dommage. Ouais, j'ai pas du tout On le même verra. chrono, moi. Moi, si tu par rapport à ça, je pense que ouais, comme tu l'as souligné et rappelé, ça fait 10 ans que le connecteur dock existe. Aujourd'hui, ce connecteur dock il devient une contrainte. Une contrainte pourquoi? Parce que Apple essaye d'affiner le plus possible ses mobiles et on voit bien sur un iPod Touch, par exemple, que ce connecteur commence à poser un problème parce qu'on a du mal à brancher le connecteur dedans. Donc, le fait de réduire la taille de ce connecteur, c'est aussi, à mon avis, pour répondre à ce type de contrainte. Après, que les accessoiristes doivent se mettre à la page, j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu. Comme Enfin, ce qui va ça être fait 10 compliqué, ans Alexandre, c'est qu'il va y avoir en magasin des séries d'accessoires pour l'ancienne gamme et puis des séries pour la nouvelle. Donc c'est vrai que ça va être un peu difficile comme transition pour eux. Pas seulement pour les accessoires, et pour les revendeurs aussi. Mais continue et on va conclure là-dessus parce que nous sommes en retard. Il nous reste 10 minutes. Oui, non, Alexandre. mais tu as raison, ça va poser des problèmes à certains. Bon, maintenant, moi, j'ai des stations audio pour iPod de très bonne qualité. J'en ai une qui a 7 ou 8 ans. Mon iPhone dessus ne se charge pas, mais quand tu utilises le son, bon, 7-8 ans, c'est vrai, ça me paraît raisonnable comme délai. Maintenant, c'est vrai que celui qui a acheté une station très très chère il y a 6 mois et qui veut changer d'iPhone, s'il n'y a pas un adaptateur qui rend la chose compatible, cela dit, maintenant, il y a AirPlay, il y a tout ça, donc ce problème-là est quand même un petit peu mis de Alors côté. Alexandre. Mais c'est vrai qu'il peut l'avoir mauvaise, oui, je comprends. Alors, une chose est sûre, Alexandre, a priori, s'il y a un nouveau connecteur, il n'y aura pas de système de recharge sans fil par induction qui permet de recharger donc à distance ou juste en posant son téléphone sur une plaque comme ça existait notamment chez HP ou chez Palm. Par contre, il y aurait possiblement un système de communication sans contact. On pense tous au NFC, qui est une caractéristique forte du Samsung Galaxy S3. Alors, il y a eu des photos, formidables ces raccords, des photos qui sont parues sur Internet d'un composant qui a beaucoup fait parler de lui. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'Apple peut faire l'impasse sur le NFC dans son prochain téléphone? Cédric, C'est peut-être. difficile parce que tout le monde s'est focalisé en parlant du NFC sur le paiement. Or, c'est pas forcément les choses les plus immédiates ou les plus intéressantes qu'on va faire avec le NFC. Le NFC, on le trouve pas seulement chez Samsung, on le trouve dans le nouveau Nokia annoncé aujourd'hui. On le trouve dans les hauts de gamme de Sony Ericsson. Il doit y en avoir aussi peut-être chez HTC. Et on s'aperçoit que ça fait des choses vachement bien. En fait, le NFC, ça sert surtout à deux appareils à se présenter entre guillemets de manière simple. C'est-à-dire, tu poses ton appareil, ton smartphone sur une enceinte. Et ils se parlent tout de suite, que ce soit par Bluetooth, par Wi-Fi direct, etc. La démo que faisait Nokia aujourd'hui, c'était je pose mon téléphone sur une enceinte JBL et tout à coup, cette ligne de King Station, automatiquement, rien à toucher et en plus, ça recharge mon téléphone sans fil. C'est quand même génial. Ouais, pour la Donc, synchro, c'est génial. Ouais. ça me paraît très curieux, surtout vu les cycles de développement chez Apple. Si on était chez Samsung, ils pourraient dire attendez, ce téléphone-là pas, mais revenez dans 3 mois, il y aura un autre appareil. Chez Apple, ça marche pas comme ça. Donc, ça me paraît compliqué qu'il s'en passe et bizarrement, si les designs qu'on a vus sont les bons, il y a un dos métallique et d'ordinaire, en tout cas, le dos métallique serait une contre-indication au NFC. Donc on Ouais, attend de on va voir ça. En tout cas, une chose est sûre, Alexandre, c'est que Apple a des velléités en matière de portefeuille électronique. Si un NFC existe dans Android, c'est que d'un autre côté, il y a le fameux Google Wallet qui existe pour l'instant qu'aux États-Unis, le portefeuille électronique de Google. Chez Apple, il y aura je ne sais pas si c'est un portefeuille électronique, mais un système de fidélisation, une application nouvelle qui va arriver dans iOS 6, ça s'appelle Passbook, pour lequel normalement on a une petite vidéo. Ce serait quand même étonnant que ce système ne puisse pas s'interfacer avec un ordinateur, un autre téléphone. Alexandre, ce serait quand même le complément parfait de cette application qu'on a découvert au mois de juin dernier lors de la présentation d'iOS 6. Alors, ouais, Passbook, faut rappeler, c'est une espèce d'App Store pour des remettre les images de fidélisation, de couponing, etc. Est-ce que ça peut se passer de NFC? Moi, je pense qu'Apple ne va pas mettre de NFC dans l'iPhone 5. Je peux me tromper. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de développer du Bluetooth avec de nouvelles possibilités et également du Wi-Fi avec de nouvelles possibilités. Et le système de Passbook, moi, que je ne connais pas très bien parce que je suis pas développeur, donc voilà. À mon avis, va dans un premier temps se passer de NFC, mais c'est un peu lire dans le beurre de café, mais je le vois comme ça.
Bien. Messieurs, dames, on aura la réponse la semaine prochaine. Nous serons en direct le mercredi 12 septembre à 18h40. Restez connectés sur On refait le Mac. On aura toutes les réponses à ces questions. Il faut qu'on avance. Nous sommes très en retard. Pas de questions Twitter. Désolé pour ce soir. On ne parlera pas non plus de l'iPad mini. On en parlera la semaine prochaine. Place au coup de cœur. C'est pas le jingle, c'est pas grave. On va enchaîner directement. Coup de cœur, on va commencer par Rodrigo, à qui j'aimerais d'être très très rapide ce soir, parce qu'il nous reste 5 minutes pour conclure l'émission. Rodrigo, c'est à toi pour tes coups de cœur. Je vais commencer par le joli décolleté de Fanny quand même. Ah, elle m'a fait plaisir ce soir. Merci Fanny. Mais tout Twitter, je trouve qu'il est très joli. Tu vois que ça fait monter l'audience. Je t'avais dit Fanny, on essaye tout, hein, on refait le Mac pour faire monter l'audience. Même là dehors, il y a un téléviseur, ils sont 40 devant. Ils sont 40 devant sur l'écran géant, ça fait plaisir. Mais je vais vous parler un peu de musique. Cet été, il y avait beaucoup de soleil dehors, là où j'étais. Et à un moment, je me dis, ça serait bien de mettre la musique. Et le pote chez qui j'étais sort une boîte, toute petite, par rapport à ce que c'était. Et c'était un son extraordinaire. Alors, c'est une boîte, ça ressemble à 2 cartouches de cigarettes, à peu près comme ça. On les voit en vidéo, là. On le montre en vidéo. Et ça s'appelle la Big Jam Box. C'est Jawbone. Et on balance la musique depuis son iPhone dessus en Bluetooth. Et c'est super. Le son est vraiment super, super, super. Alors, si je fais un Jens, je mets ça dans mon sac à dos. Si je suis à l'extérieur, ou je suis sur un bateau, dans une bagnole, j'emmène ça, c'est top. Ça vaut 299 € sur leur site en France. Il y a la version plus petite qui dure 12 heures et ça vaut 199 €. Allez, on enchaîne vite. Il nous reste 5 minutes pour finir l'émission. Bon, et après, si tu veux écouter de la bonne musique, il faut écouter de la musique non compressée. Donc, allez voir le numéro de On refait le Mac sur la musique. Hein. Donc, un des formats, c'est le FLAC. Et FLAC, FLAC, c'est pas lu sur iTunes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lire du FLAC sur son Apple? Alors, soit on bidouille, mais ça marche pas avec Lion. Un truc qui s'appelle Fluke pour iTunes. C'est sur code.google.com/p/Fluke for Mac. Ou alors, il y a 2 petites applis qui sont assez sympas. Ils pourraient bosser encore un peu sur le design, mais c'est sympa. Mais elles ne sont pas AirPlay, malheureusement. Ils sont Clémentine, ça joue du FLAC très bien, ou alors Songbird. Ouais. Il joue du FLAC aussi très très bien. Bien, merci Rodrigo d'avoir été ici. Et je vous balance les liens tout de suite sur Twitter. Et on les mettra dans les liens quand on rediffusera l'émission, parce que l'émission sera également disponible en replay et en podcast sur iTunes, sur YouTube, sur Dailymotion, partout. Alexandre, quel est ton coup de cœur ce soir? Eh bien, écoute, mon coup de cœur il est un peu raccord avec celui de Rodrigo, puisque c'est aussi de la musique. Par contre, c'est gratuit. Et en ce moment, ça dure un mois, c'est iTunes Festival. Vous avez tous les soirs 2 concerts qui sont diffusés de façon absolument extraordinaire sur tout ce qui marche avec une pomme. Donc iTunes sur Mac ou sur PC, sur votre iPhone, iPad, etc. avec une petite application. Et sur Apple TV, et là c'est vraiment grandiose. La qualité de diffusion est vraiment remarquable. L'image est fantastique, le son est très très bon, surtout avec un système 5 points. Et donc c'est un mois de concert, il y a des artistes immenses de toute la planète. Franchement, je recommande. Voilà, si on aime la musique, il faut regarder au moins une fois. Le programme est sur iTunes. Merci Alexandre. Fanny, ton coup de cœur ce soir? Alors moi aussi, je vais rester sur la musique. Je vais résoudre des problèmes de dock pour le nouvel iPhone. J'ai une belle enceinte Bluetooth. C'est la Jabra Soulmate. La concurrente. Et si vous avez pas, voilà. Et si vous avez pas, ça fait pas sûrement du aussi bon son On que a les une enceintes de vidéo Rodrigo, qui dit- mais c'est super On a une vidéo qui pratique. se passe. Vas-y. Une petite vidéo et surtout il y a là comme ça. Donc pas de problème. S'il n'y a pas de Bluetooth, on peut le brancher sur n'importe quel appareil avec une sortie jack. Alors, l'originalité, Voilà. donc, parce que ça a coupé, alors je ne sais pas si on t'a entendu, c'est qu'en dessous, donc, tu as un câble jack qui permet de la relier directement, Le câble voilà, qui se range là. relier directement à ton ordi Maintenant. ou à ton Oh, shit. iPhone, sachant qu'il y a aussi une connexion USB, elle a l'air vraiment pas mal également, cette Oui, enceinte. oui. Tu as une idée du prix, Fanny? Non. Non. Bon, je crois que c'est moins de 200 €. Ça doit pas leur être à 180. Voilà. Très bien. Tu avais autre chose, Fanny, ou c'est fini? J'avais un autre coup de cœur, oui, parce que je suis un peu dilettante, mais c'est à cause de ça. C'est un petit jeu qui s'appelle Happy Street, qui tourne sur iPhone, iPad et sous Android. Manuel.
C'est tout mignon, il y a plein de petits personnages à faire vivre, des petits trucs à cliquer. Ça m'a pourri mon été, celui de mes fils aussi. Voilà. Mais ne le téléchargez pas parce qu'une fois qu'on commence, on arrête. Pourquoi tu en parles? Parce que c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et les filles jouent aussi, ça fait plaisir. Merci Fanny. Plus de coup de cœur pour ce soir. C'était terminé avec 2, c'est ça, hein? Bien. Fini, c'est fini. Et le dernier à intervenir, c'est Cédric. Il a été patient. Merci à lui. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir? Cédric? On a perdu Cédric. Eh bien, dites-moi, la connexion Internet avec TF1 a coupé. Bon, bah écoutez, alors je vais vous présenter mon coup de cœur. C'est un système d'enceinte qu'on vous a déjà présenté ici à On refait le max. C'est le système d'enceinte Sonos. Sa nouveauté, Mais c'est vous l'arrivée avez tous copié sur moi cette semaine, c'est pas d'un possible. caisson de basse qui s'appelle le Sub. C'est le maillon manquant de la chaîne Hi-Fi de Sonos. Ça vous permet donc de diffuser en Wi-Fi et sans fil la musique stockée dans votre Mac, de votre iPhone. C'est un système qui est concurrent en gros, pour résumer, de l'AirPlay. Ça a une qualité de fabrication, une qualité de son, une qualité de finition remarquable. Ça coûte relativement cher, près de 600 voire 700 € pour le modèle laqué. Mais à la rédaction d'Acriette, on a craqué. Non, on a perdu Cédric, donc on le retrouvera la semaine prochaine en pleine forme. Merci messieurs, dames. Merci Emmanuel ici. Merci de m'avoir invité. C'est toi qui nous as invités. On est ici chez toi, de nous avoir accueillis ici à Trouville. On va essayer de profiter un petit peu de la Normandie ce soir. On l'a bien mérité. Vous retrouvez Alexandre il sort quand le prochain numéro d'Acriette, Alexandre? Il sort le 20 septembre. On a encore en kiosque le numéro 83, également hors série. Voilà, pour tous ceux qui veulent découvrir OS 10. Voilà, je vois qu'il y a Cédric. Oui. On essaie de le faire faire. Oui, vas-y. Il est revenu. Voilà, Cédric, tu as 30 secondes pour ton coup de cœur. Facile, il date d'aujourd'hui. J'ai été très impressionné par le lancement que Nokia vient de faire à New York avec leur nouveau téléphone Windows Phone 8 qui s'appelle le Lumia 920. Objectif photo incroyable, objectif face à toi qui fait de la vidéo HD, je n'avais pas encore vu ça. Ça a l'air d'aller très vite, c'est très beau. Moi, je disais depuis le début que si Microsoft s'attaquait à la téléphonie sérieusement en reprenant les choses de zéro, on arrivera à quelque chose. Voilà le premier téléphone qui commence à me donner envie d'aller peut-être voir de ce côté-là ce qui se passe de manière sérieuse. Merci voilà. Cédric, vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran sur la chaîne Info. On avance. Fanny, vous la retrouvez bien sûr sur son blog fannysparty.com et la prochaine Fanny's Party qui aura lieu quand? Très vite Fanny. Mardi 25 septembre au Hard Rock Café. Voilà, le grand rendez-vous des geeks à Paris. Rodrigo, vous le retrouvez sur Twitter, @Rodrigo. Et le dernier mot à Emmanuel Pampuri ici à Havcourt. Eh ben, le dernier mot, c'est juste passer le relais à mes amis Nicolas Boulanger et Thomas Lesourd qui vont enchaîner par le Trouville Beach Live. Donc plein de nouveautés, plein de petites choses autour du cinéma et de ce festival. C'est tout de suite, là maintenant, ne coupez pas. Voilà, juste un dernier mot pour vous dire que concernant On refait le Mac, on se retrouve la semaine prochaine à 18h40 pour le live qui couvrira donc le lancement de l'iPhone 5 en direct donc sur refaitlemac.com et continuez à regarder cette merveilleuse chaîne, cette merveilleuse web TV d'Havcourt ici à Trouville. Il y a plein de choses passionnantes à découvrir et merci encore à eux de nous avoir accueillis. Voilà, le stress redescend. À la semaine prochaine. On peut lancer le générique.